Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous présente le Endless Tarot. Je vous ai déjà présenté le Endless Oracle. La vidéo était super longue, je suis vraiment désolée. J'ai voulu vous présenter la vidéo telle que l'auteur l'avait prévu. Et vous savez que Eric Maille est très prolixe dans ses livrets et dans ses explications. Donc, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Vous avez ce magnifique livret. Je vais essayer de ne pas être aussi longue que pour la vidéo de l'oracle, d'autant qu'il y a plus de cartes dans le tarot. Donc vous avez cette magnifique boîte, tout dans le prolongement en fait du Endless Oracle. Alors je vais juste vérifier le dos. C'est pas la même chose, mais c'est pas loin. Voilà. Donc comme à mon habitude, eh bien je vais vous présenter toutes les cartes avec la vision de l'auteur, donc les explications que nous donne l'auteur dans son livret. Ce qui est alors toujours très intéressant avec Eric Maille, alors là j'ai pas pu le télécharger en PDF parce qu'il n'est pas encore sur son site. En tout cas, ce qui est toujours très intéressant avec lui, c'est qu'il vous fait un... Donc il y a toutes les explications, bon bref, et il vous fait toujours le sens des cartes à l'endroit et à l'envers. Ensuite, il vous indique le potentiel de la carte. Et ensuite, il vous donne la note créative. Alors, il vous indique aussi dans un panorama, parce que c'est un tarot qui peut se lire. Il a fait en sorte qu'il puisse, que les cartes puissent se lire sous forme d'un panorama. À chaque fois, il a fait en sorte qu'elles puissent se raccorder sur la gauche et sur la droite aux arbres. Donc, vous pouvez le voir comme un paysage et l'interpréter comme un paysage. Donc, dans son livret, il vous explique si vous l'avez dans un panorama, comment l'interpréter, et à chaque fois il vous donne la note créative, et la note créative c'est l'explication des images selon la façon dont lui a voulu représenter ces images. Donc vous verrez que ce qu'il dit, c'est toujours très intéressant, et à la fin je vous ferai un petit tirage comme d'habitude issu du livret. Allons-y. Donc on commence avec le fou, où il a représenté une falaise, un chien et un homme. Les fleurs sur cette carte sont toutes des symboles rendus populaires par la version du Rider-Waite-Smith. L'élément qu'il a trouvé important d'ajouter à cette carte était le chemin. Dans ce tarot, il y a plein de chemins et de routes. Parce que le tarot nous raconte une histoire de nos propres voyages personnels, et quel meilleur symbole pour cela qu'un chemin. Le fou est la première carte du jeu, donc généralement on considère qu'il vous représente, et l'auteur a aimé l'idée que la falaise sur cette carte puisse nous permettre de contempler le voyage qui nous attend, et que le chemin puisse encore nous conduire sur cette route. Alors, le magicien est généralement représenté avec tous les outils des arcanes qui représentent les 4 couleurs des arcanes mineurs, une baguette, une coupe, une épée, un pentacle. Et ici, Eric Maille a voulu montrer le lien du magicien avec la nature et les arcanes, et il a donc choisi de représenter ces outils sous forme de runes gravées dans la pierre. Le symbole de l'infini est également une image populaire sur de nombreuses cartes du magicien. Il est souvent placé au-dessus de la tête du magicien pour représenter son lien avec l'ensemble de toutes choses, et c'est un rappel que tout est interconnecté. La grande prêtresse, donc les croissants de lune sont souvent un symbole d'intuition et de compréhension psychique. Il a aimé l'idée d'avoir un petit croissant de lune sur cette carte qui se reflète dans une taille massive dans l'eau. Donc on a un tout petit croissant de lune avec une taille massive dans l'eau, devant la grande prêtresse, parce que c'est aussi une carte de réflexion et d'introspection. Les piliers noirs, le pilier noir et blanc sont des symboles populaires souvent associés à cette carte.
Si les piliers représentent généralement la stabilité et le soutien, ceux-ci représentent également l'équilibre et la dualité. La figure de la grande prêtresse est un petit clin d'œil à l'un des motifs qu'il a utilisé dans son tarot de la sorcière d'encre, le Ink Witch Tarot, sur lequel je vous ai fait une présentation d'ailleurs. Il y a de nombreuses petites références à ce jeu dans celui-ci, mais il a aimé l'idée de montrer cette même figure sur cette carte. L'impératrice est souvent associée aux femmes et aux divins féminins. Mais il y a quelque chose qu'Eric May aime dans le fait de ne pas montrer de figure genrée sur cette carte. Il essaye de penser à l'impératrice comme ne représentant pas nécessairement toujours des figures maternelles et il préfère se concentrer sur des concepts comme la culture et l'éducation. Le blé et les grenades sont des symboles populaires associés à cette carte. Et dans un jeu de paysage, il a pensé qu'un champ entouré de vergers était un très bon moyen de représenter ses idées de culture et d'éducation. De la même façon, l'empereur est souvent associé avec le masculin divin et les figures d'autorité masculine. Et là, il a voulu représenter l'empereur sans figure genrée, comme pour l'impératrice. Et donc, il considère que des concepts comme structure et autorité sont représentés par le fait qu'il y ait un terrain rocheux sur cette carte et le château fort au loin semble être des symboles appropriés pour l'empereur qui est souvent traditionnellement représenté dans un paysage montagneux et associé à l'imagerie d'un bélier. Le hiérophante, c'est l'une des cartes pour lesquelles, selon de nombreux lecteurs, de nombreux lecteurs ont un certain dégoût. Le hiérophante a une connotation religieuse qui peut mal convenir à ceux qui ont été persécutés par des institutions religieuses organisées. Je pense que nous, on n'a pas été persécutés par des organisations religieuses, enfin, pas moi en tout cas. Il est synonyme principalement d'apprentissage et d'enseignement. C'est la raison pour laquelle il a voulu souligner l'aspect académique de cette carte avec le personnage au premier plan. Les clés croisées constituent également un symbole de connaissance souvent associé à la carte du hiérophante et la structure en forme de cathédrale en arrière-plan reste sur cette carte pour évoquer son lien avec la spiritualité et un but supérieur. Alors, lorsqu'il a illustré son premier jeu il y a plusieurs années, le Ink Witch Tarot, alors attendez, je vais vous le chercher. Alors, voici la carte des amoureux dans le Ink Witch Tarot. Lorsqu'il a illustré son premier jeu de tarot, il comprenait donc cette carte des amoureux qui montrait deux personnages masculins dans un jardin d'Éden. Cette carte a joué un grand rôle dans le succès du jeu et lorsque ce jeu est devenu populaire, c'était la carte sur laquelle les gens commentaient le plus souvent. Les deux personnages de cette carte sont censés être les mêmes que ceux de la carte des amoureux originale. Donc vous voyez que là, alors il a fait deux cartes des amoureux et là on voit les amoureux, donc ce sont les mêmes que dans le Ink Witch Tarot, qui sont là dans le jardin d'Éden et il a voulu les placer ici en quelque sorte pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui au début de son travail d'illustrateur de tarot et voilà, donc ça c'est pour la carte principale des amoureux. Par contre, il a réalisé une deuxième carte des amoureux parce que pour certains, eh bien, il faut une illustration un peu moins tactile. Les amoureux ne représentent pas nécessairement une relation amoureuse et il est souvent agréable d'utiliser une autre carte qui fait seulement allusion à un sentiment d'affection et de tendresse. D'où l'intérêt de choisir, si vous voulez, vous pouvez prendre les deux ou vous pouvez choisir la carte qui vous correspond le plus. Alors, la carte du chariot. Eric May a constaté qu'illustrer quelque chose qui se déplace rapidement a tendance à être difficile dans une si petite carte lorsque cette carte doit se connecter organiquement aux autres cartes du jeu.
parce que il y a les côtés qui se connectent aux autres cartes et donc c'est assez limité la surface sur laquelle il pouvait faire l'illustration. Donc la meilleure façon pour lui de résoudre ce problème était de faire avancer le chariot en s'éloignant du spectateur plutôt que vers l'un des côtés. Cela étant dit, il suppose que l'image sur cette carte est en fait celle d'un chariot et non d'un char. L'imagerie du chariot semblait être plus à sa place dans le monde du Endless Tarot. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le chariot qui avance vers nous, mais le chariot qui donne une idée de profondeur et une idée d'avancement. La force, le symbole le plus important qu'il voulait inclure sur cette carte était peut-être l'épée et le bouclier, posés au bord de l'eau. Donc là, la carte de la force concerne en fin de compte les formes de force les plus douces qui exigent souvent que nous soyons invulnérables et désarmés. Il a aimé l'idée d'une figure chevaleresque affrontant une créature semblable à un dragon sans armes ni animosité. Les chevaliers combattant les dragons sont une imagerie emblématique des contes de fées et de l'art fantastique et cela semblait être une façon poignante de montrer la force en changeant la dynamique typique de cette carte. Traditionnellement, l'ermite est représenté avec une lanterne pour représenter l'illumination. Il ne voulait pas supprimer ce symbole important, c'est la raison pour laquelle on voit de la lumière à cet endroit, mais il a eu l'idée de mettre en valeur un pont sur la carte de l'ermite qui lui est resté en tête lorsqu'il a planifié cette illustration. La carte de l'ermite nous appelle souvent à prendre du recul pour surmonter quelque chose. Lorsqu'elle apparaît dans une lecture, on a souvent l'impression qu'il est temps de traverser une sorte de pont. L'eau sous le pont lui a également donné l'occasion de créer une représentation visuelle de l'acte de réflexion que l'ermite nous encourage souvent à entreprendre. La roue de fortune. Alors là, il a voulu représenter une version des parcs grecs sur cette carte qui tisse du fil pour en faire un tissu. Le grand objet derrière elle est censé être une sorte d'astrolabe d'un autre monde. Des cartes comme celle-ci lui font souvent réaliser qu'il voit le jeu de tarot comme représentant un autre monde, surtout le Endless Tarot. Il ne peut pas vraiment s'agir de parc parce qu'il n'y a pas de Grèce dans un autre monde. Il pense que c'est la raison pour laquelle il a voulu représenter la roue de fortune des tisserands comme un astrolabe qui n'existerait pas non plus dans notre propre monde. Il voulait évoquer un sentiment de familiarité sans pour autant être une représentation précise de quoi que ce soit dans notre monde. Parfois, c'est pas très clair ce qu'il explique, mais ça m'a l'air quand même... c'est intéressant, mais il faut se plonger dans le livret pour comprendre. La justice. La scène sur cette carte était censée donner l'impression qu'il pourrait s'agir d'un procès ou d'une médiation quelconque. Alors, moi qui suis dans le domaine, j'ai pas l'impression que ça ait ça ait l'air d'un procès. Fort heureusement, on n'en est plus là. En tout cas, il aime montrer les gens tous rassemblés sur une carte de la justice. C'est quelque chose qui nécessite souvent un effort de groupe et de nombreuses pièces mobiles travaillant ensemble. Il voulait également que la grande statue de pierre d'une justice en armure ressemble à une sorte de divinité, une sorte de temple. Le pendu. De nombreux arcanes majeurs évoquent une sorte de grandeur et de magnificence. Il y a quelque chose d'amusant à représenter parfois parfois l'un d'eux comme quelque chose de très petit et peut-être même banal. La grandeur et la magnificence existent même dans des endroits minuscules et ordinaires. Une chrysalide est un excellent symbole pour le pendu. Non seulement parce qu'elle est réellement suspendue, mais aussi parce qu'elle évoque la nature de la carte en tant que pouvoir de transformation né du sacrifice. La carte est souvent associée au dieu nordique Odin, et donc Eric May a inclus 2 corbeaux qui la traversent. Dans la mythologie nordique, Odin est souvent accompagné d'un couple de corbeaux qui représentent sa pensée et sa mémoire. Ces oiseaux sont donc un joli petit hommage à certaines des racines mythologiques du pendu.
La mort. Sa première idée pour cette carte était simplement d'un cimetière construit près d'un jardin. La mort est autant une question de nouveau commencement que de fin. Il a pensé que montrer une figure semant des graines serait un bel ajout à l'image, et si vous regardez attentivement dans la même direction que le jardinier, vous trouverez une autre figure vêtue d'un manteau noir tenant une faux. Alors attends, ah oui, là. Le tarot, le Endless Tarot contient de nombreuses ruines et même un autre cimetière sur le 6 de coupe, et donc la carte de la mort se fondra souvent parfaitement dans son environnement. Il voulait que cette carte soit naturelle sans sacrifier son importance. L'idée de ce design est l'un des premiers auxquels il a pensé. Les premiers auxquels il a pensé lorsqu'il a décidé de créer le jeu, alors il a aussi créé le Endless Oracle, et il y a une carte cascade qui a une ambiance similaire à celle de Tempérance. Alors je suis allée vous chercher la carte de la cascade dans le Endless Oracle, qui est l'une de mes cartes préférées. Donc c'est la carte de la cascade qui l'a inspiré pour créer cette carte de Tempérance. Donc cette carte est une cascade, et comme une cascade et une roue à eau, il a l'impression que ces symboles représentent une érosion et une conversion d'énergie lente mais efficace. Les iris jaunes au premier plan de l'image sont un clin d'œil à la version traditionnelle de Wade Smith de la carte. Il existe de nombreuses idées différentes sur ce que ces iris représentent, mais ici, ils ne sont qu'un joli hommage à l'un des jeux de tarot les plus célèbres jamais conçus et à une fleur qu'il aime particulièrement. Ensuite, le diable sur cette carte est bien sûr une référence au serpent du jardin d'Éden. Vous remarquerez même les deux petites figures sur le côté gauche de l'illustration. Si vous regardez attentivement, il voulait créer une image un peu moins typique pour une référence à cette histoire et a donc essayé de rendre le diable plus imposant et semblable à un dragon. C'est en fait un design qu'il avait en tête depuis un certain temps avant de créer ce deck, donc c'était agréable enfin de l'illustrer ainsi. De quoi d'autre la carte de la tour a-t-elle besoin que d'une tour en ruine frappée par la foudre? La seule chose qu'il voulait voir sur cette carte, ce sont des animaux fuyant la destruction. Il trouve cette carte particulièrement intéressante dans les lectures panoramiques car les personnages semblent parfois ignorer complètement la tour et tout son chaos. Ils peuvent sembler ne pas être conscients par moments ou faire un effort actif pour ne pas le remarquer. Bien qu'il ne soit pas sûr que ce dessin soit l'un de ses préférés dans le jeu, il trouve ça plus intéressant à associer à d'autres cartes. L'étoile. Alors là, il a voulu représenter l'étoile comme le genre d'étoile filante sur laquelle on pourrait faire un vœu. C'est une belle façon de représenter l'optimisme de cette carte ainsi que son avertissement de ne pas se contenter de vœux pieux sans agir. Pour rendre l'image encore plus spéciale, il a ajouté une licorne, un symbole associé aux bénédictions et à la bonne fortune. L'étoile est son arcane préféré, c'est le mien aussi, et ce n'est peut-être pas une coïncidence si elle s'est avérée être l'une de ses illustrations préférées. La lune. Alors, il savait qu'il voulait illustrer une lune de la manière à ce qu'elle occupe beaucoup d'espace dans le ciel. Il voulait mettre l'accent sur son reflet à la surface de l'eau afin de rappeler au lecteur que la lune apparaît souvent dans les lectures pour faire référence à des choses qui sont sous la surface, d'une situation nécessitant une réflexion plus approfondie pour être comprise. En fin de compte, ce qui l'a finalement satisfait dans ce design n'était pas la lune elle-même, ni son reflet, mais le chemin caché parmi l'herbe au premier plan, donc là, avec ses pierres. Les choses ne sont pas toujours claires ou exactement ce qu'elles semblent être lorsque la lune apparaît, et l'image d'un chemin obscurci est un joli contraste avec la lune brillante et éclatante. Le soleil. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est une tâche difficile d'illustrer un soleil dans un jeu de cartes où chaque image doit être une scène nocturne.
Pour cette raison, il a illustré le soleil se levant à l'horizon. Il est toujours susceptible d'être l'un des éléments les plus brillants dans toute lecture où il apparaît, mais c'était quand même approprié de le représenter en pleine nuit. C'est une carte triomphante qui doit illuminer toute lecture dans laquelle il apparaît. Et je vais juste vous chercher, parce qu'il me semble qu'il y a aussi une carte du soleil dans le Endless Oracle. Alors non, c'est pas une carte du soleil, c'est la carte du palace où il expliquait également dans la présentation que c'était difficile de représenter un soleil en pleine nuit, mais qu'on pouvait l'assimiler soit à un soleil qui se lève, soit à un soleil qui se couche. Voilà pour la petite précision. On poursuit avec la carte du jugement. Le jugement concerne la fin d'un voyage et le moment où tous nos choix comptent le plus. Il s'agit du chemin derrière nous et du moment culminant que nous atteignons lorsque nous arrivons à destination. Il voulait que les escaliers sur cette carte représentent cette idée de grimper vers un sommet, mais il fallait qu'il y ait quelque chose tout en haut de ces escaliers. Un élément du jugement est l'idée qu'aucun voyage ne se termine vraiment. Au lieu de ça, chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. On regarde en arrière sur le chemin pour se préparer au prochain chemin que nous choisirons de parcourir. Dans cet esprit, il a aimé l'idée d'un phénix, symbole brillant et rayonnant de la vie éternelle, comme le jugement qui nous attend en haut des escaliers sur cette carte. Et on termine avec la carte du monde. Si le monde est censé représenter l'intégralité, le tout, si vous êtes confronté à l'intégralité illimitée de tout ce qui existe au-delà de votre présent immédiat, alors il ne peut penser à un meilleur symbole qu'un portail vers un univers inconnu. Il voulait que cette carte soit l'une des plus colorées de tout le jeu afin de constater que le monde du tarot sans fin, avec tous les mondes possibles qui pourraient exister au-delà. Le monde nous rappelle souvent que les choses sont toujours bien plus grandes que ce que nous voyons habituellement. Pour cette raison, il voulait que cette carte contraste avec les autres. Elle est non seulement plus colorée, mais l'architecture du portail ici varie un peu du reste des cartes. Pour lui, on a presque l'impression qu'elle reprend l'esthétique fantastique du tarot sans fin et la rapproche un peu plus de la science-fiction. Voilà pour les arcanes majeures et on va continuer avec les arcanes mineures. Alors là, il nous dit qu'il est important pour lui que tous les as représentent une arche. On verra ça par la suite. Donc, il est important pour lui que chaque as montre une arche. Dans son jeu Endless Oracle, il y a une carte arche que je vais vous chercher. Donc voici la carte de l'arche du Endless Oracle. Et alors cette arche a une énergie similaire à celle des As et il voulait recréer ce même sens ici. Les As représentent des cadeaux et des opportunités. Alors une grande partie du message, c'est qu'il y a une porte à franchir afin de réclamer l'offrande de l'As. Pour l'as de bâton, il voulait illustrer le puissant éclair d'énergie associé au bâton comme un élan d'inspiration, une poussée de motivation ou un éclair venant d'un ciel clair. Eric May pense souvent que cette carte, qu'il n'a pas besoin de s'engager sur un nouveau chemin, qu'il doit plutôt se concentrer sur la planification du voyage. Les premiers pas pourront être faits plus tard. Il voulait représenter des personnages à l'allure érudite dans un lieu qui ressemble au campement d'explorateurs en expédition, illuminant des cartes et des plans avec leurs lanternes. Cette carte a vraiment pour but d'éclairer le chemin devant vous avant de vous engager sur le chemin. Le 3, il a utilisé l'imagerie de 3 bateaux comme modèle pour le 3 de bâton auparavant dans son jeu de tarot de la sorcière. Je vais vous le chercher. Donc voici le 3 de bâton dans le Inkwitch Tarot. Et donc il nous indique que si on connaît ce jeu, on trouvera beaucoup de concepts répétés dans le tarot sans fin, mais qu'il ne voyait rien de mieux que de représenter des bateaux qui larguent les amarres d'un rivage. Il aime aussi que les bateaux puissent être vus comme arrivant au rivage,
Votre voyage commence-t-il lorsque vous prenez la mer ou lorsque vous atteignez la terre ferme? Une chose que le tarot nous enseigne souvent, c'est que la vie est un cycle de voyage sans fin. On ne commence que parce que le précédent est terminé. Il semblait particulièrement approprié pour un jeu de tarot sans fin de souligner cette leçon chaque fois que l'occasion se présentait. Le 4 de bâton. Au début du processus de création de cette carte, il ne savait pas qu'il voudrait que l'une des cartes de bâton soit représentée par des drapeaux au sommet de tours des châteaux. Il y a tellement de bâtiments dans le tarot sans fin, mais ils sont souvent en ruine. Le fait d'avoir des drapeaux au sommet d'une tour donne à l'ensemble de la structure le sentiment que des personnes s'en occupent, ce qui est vrai, ce qui semblait bien correspondre au message domestique et centré sur la maison du 4 de bâton. Ils évoquent également le sentiment de célébration souvent associé à cette carte. Le 5, alors, c'est l'une des cartes dont il a emprunté le motif à son premier jeu de tarot. Je vais vous le chercher. Alors, ça, c'était le 5 de bâton dans les Inkwitch Tarot. Et effectivement, eh bien, il s'est inspiré de cette carte-là. Donc, il adore le fait que l'image sur cette carte puisse être vue comme des oiseaux se battant entre eux ou comme surpris par la même source. Ce qu'il a toujours trouvé intéressant à propos du 5 de bâton, c'est qu'il peut être associé à la fois à la compétition et au brainstorming. Il a une énergie constructive à l'œuvre avec cette carte que nous ne voyons pas toujours lorsqu'il s'agit de cartes tournant autour du conflit. Il pense qu'une volée d'oiseaux se dispersant dans le ciel est une belle illustration. Notre perception de ce qui se passe sur cette carte changera en fonction de ceux qui l'entourent, ainsi que des expériences que nous avons vécues dans notre passé. Le 6, il peut sembler étrange au premier abord qu'il n'y ait pas de personnage dans une carte censée évoquer la célébration et la reconnaissance. Il voulait que cette carte soit vide de personnages afin que les alentours puissent potentiellement fournir à cette scène les personnages que l'on voit habituellement défiler dans le 6 de bâton plus traditionnel. Parce que, je vous le rappelle, c'est un tarot panoramique. Lorsqu'aucun des personnages n'est présent dans la lecture, cette carte peut alors indiquer un manque de reconnaissance ou un besoin de se considérer comme celui qui mène un processus sur le chemin de cette illustration vers la victoire. Le 7. Traditionnellement, le 7 de bâton montre souvent une silhouette sur un terrain élevé, repoussant un groupe de combattants, mais il a aimé l'idée de transformer cette scène typique en une sorte de cri de ralliement. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'une statue derrière la silhouette, derrière la silhouette principale surélevée a été renversée. Ah oui, là, la grande statue là a été renversée. L'imagerie évoque un sentiment de rébellion et de défi. Elle fait toujours écho au message du 7 de bâton selon lequel il faut parfois persévérer face à l'adversité, mais cette imagerie met l'accent sur la persévérance comme un acte qui vous donne du pouvoir à vous et à ceux qui vous entourent. Il a choisi de représenter le 8 de bâton de cette façon pour plusieurs raisons. Cette carte parle d'énergie fugace. Elle représente un progrès rapide, mais aussi la nécessité d'exploiter ce pouvoir rapidement avant qu'il ne s'estompe. D'où l'intérêt des bougies. Dans le tarot, les bâtons sont des symboles de feu et d'énergie. Des bougies allumées semblaient être un joli symbole, bien qu'il ne soit pas très traditionnel pour une explosion d'énergie qui peut être saisie dans le feu de l'action. Elle nous demande ce que nous ferons à la lumière de nos bougies avant qu'elles ne s'éteignent et elle évoque avec espoir des images de pratiques rituelles et de magie être tournées vers des intentions. Le 9. Alors, pour lui, le symbole principal du 9 de bâton, c'est le pont. Lorsque cette carte apparaît dans les lectures pour faire référence à l'avenir, on peut parfois avoir l'impression qu'elle nous dit « Traversez ce pont quand vous y arriverez ».
Le 9 de bâton est le dernier obstacle d'un long voyage, ce dernier pont à traverser. Le groupe de personnages nous rappelle que nous n'avons pas à surmonter ces épreuves seuls. La figure qui s'attarde derrière les autres nous rappelle de regarder en arrière et de nous souvenir de ce que nous avons déjà surmonté alors que nous nous dirigeons vers la dernière étape de ce voyage. Le 10. Assez simple peut-être, cette carte montre un personnage tenant un lourd paquet avec une étendue de terrain accidentée devant lui. Cette carte peut être intéressante à associer à d'autres car les cartes suivantes peuvent révéler que le terrain accidenté de ce terrain ne peut pas être le seul chemin disponible pour ce personnage. Bien que l'illustration soit peut-être l'une des plus simples du tarot sans fin, il aime la façon dont elle peut devenir nuancée lorsqu'elle est intégrée dans une scène plus vaste. Le page. Il a choisi de représenter chaque page dans le tarot sans fin par un petit animal afin de les distinguer des autres cartes de la cour. La suite des bâtons représente souvent des symboles de salamandre dans les jeux de tarot traditionnels, faisant allusion à une association avec le feu. Donc il a représenté cette salamandre qui grimpe au sommet d'un bâton, d'un grand roseau, où elle pourrait voir le monde qui l'entoure avec toute l'excitation et la curiosité qui, selon lui, définissent le page du tarot. Le cavalier des tarots, les cavaliers du tarot sont souvent représentés montant sur des chevaux, leur donnant l'apparence d'aventuriers partant pour de vaillantes quêtes. Le chevalier de bâton est souvent considéré comme une sorte de fanfaron, c'est pourquoi il l'a dessiné agitant une bannière dans les airs alors qu'il se fraye un chemin à travers la quête que le panorama qui l'entoure montrera. La couleur et le mouvement de cette carte rappellent que le chevalier de bâton est tape à l'œil, enthousiaste et exubérant. La reine de bâton. Les gardiens de leur cour. Donc, j'en suis venue à voir les reines du tarot comme les gardiens de leur cour respective. Elles sont souvent associées à l'éducation et à la bienveillance. Traditionnellement, la reine de bâton a souvent été représentée avec un chat noir à ses côtés, illustrant le chat de la reine dans le tarot sans fin. Il a décidé de lui donner un entourage de petits animaux. Parmi ceux-ci, la salamandre emblématique de la suite des bâtons. La reine elle-même lévite à travers la forêt car elle est souvent considérée comme la plus magique des reines et parfois associée à la sorcellerie et au mysticisme. Et on termine avec le roi de bâton. Sur cette carte, le roi de bâton est entouré... le roi de bâton est un guide et entouré de diverses figures, tous tournés vers la direction de son propre regard. Les rois sont des chefs et des enseignants et il est important que les cartes des rois montrent toute une sorte de congrégation entourant le roi. Le roi de bâton est considéré comme un visionnaire, il fallait donc le représenter la tête haute et les yeux fixés sur un lieu invisible. L'objet de son intérêt pourrait apparaître dans des cartes proches ou rester quelque part en dehors de vos lectures panoramiques, laissées à votre imagination et à votre vision. On poursuit avec les cartes de coupe. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il est important que chaque as montre une arche parce qu'ils ont l'énergie des as, l'énergie des opportunités. Donc là, il a voulu associer l'as de coupe avec les coupes et l'eau. Il a illustré une fontaine ressemblant à un calice débordant. Si l'eau est l'élément des émotions, alors cette carte apparaîtra dans les lectures comme un espace littéralement inondé de cette énergie. Deux oiseaux sont assis ensemble au bord d'un bain d'oiseaux. C'est une image simple mais efficace. Les différentes couleurs des oiseaux contribuent à souligner leurs différences et pourtant ils sont par ailleurs très semblables et il suffit qu'ils soient ensemble pour que la signification de cette carte soit claire. Le 2 de coupe est une carte de rencontre, d'unité. La nature des significations profondes de la carte semble devoir être complétée par celle qui l'entoure. Alors, il a voulu très tôt dans le processus de création représenter cette carte par 3 amis réunis devant une taverne.
Le signe au-dessus de la porte de la taverne représente 3 coupes. Il pense souvent à cette carte comme la façon dont nous remplissons les coupes des autres avec notre compagnie et notre temps, ou la façon dont nous promettons à nos propres coupes d'être remplies par des amis proches. Cela lui rappelle le temps passé avec des personnes seules lors de dîners, de fêtes et d'autres rassemblements sociaux. Le 4 bâtons en papier. Vogue paresseusement sur l'eau, observé par un cygne solitaire. Il a pensé qu'il serait intéressant de voir en quoi le cygne ressemble au bâton en papier et comment ils flottent tous sans but sur l'eau sans aller nulle part. Le cygne est un personnage solitaire ici, mais il peut le voir imaginer les bateaux comme d'autres cygnes. Une piètre compagnie, même s'il n'est pas sûr que cela aurait de l'importance dans une situation où le cygne n'a que peu d'intérêt à aller ailleurs ou à faire autre chose qu'imaginer. L'idée d'une fontaine sèche, il a eu l'impression d'être entouré d'un cimetière envahi par la végétation lorsqu'il a créé son premier jeu du tarot de la sorcière. Le 5 de coupe de ce jeu est l'une de ses cartes préférées. Il a donc décidé de le copier presque exactement. Donc, je vais vous le chercher. Le voici. Donc, le 5 de coupe du Inkwitch Tarot. Donc, il nous indique qu'il l'a copié exactement. Parce qu'il y a quelque chose dans cette imagerie qui évoque un sentiment de chagrin et de perte, mais aussi une nouvelle croissance et le potentiel de créer quelque chose de nouveau dans le sillage de l'énergie lugubre du 5 de coupe. Le 6 de coupe du Rider-Waite-Smith est représenté généralement par des tasses qui sont la principale inspiration de cette carte, qui reflète un sentiment d'innocence et de nostalgie enfantine. Les enfants cueillent des fleurs, tandis qu'un personnage plus âgé remplit 6 paniers et les tresse en couronne. Le village au loin est censé représenter les concepts de foyer et de communauté, et le voir nous rappeler, espérons-le, la visite d'une maison d'enfance ou d'une ville que nous avons un jour laissée derrière nous. Dans son imagination, le multibras, c'est ce personnage, est une sorte d'entité semblable à un génie. Il offre des choses qui pourraient ressembler à des cadeaux, mais on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Les génies sont notoirement trompeurs et les vœux qu'ils exaucent sont parfois transformés en malédictions. De plus, il voulait que cette carte soit un peu plus imposante que beaucoup d'autres arcanes mineurs, une distraction ou une illusion potentielle parmi le reste du panorama dans lequel elle apparaît. Si les coupes sont la couleur du cœur et de l'émotion, alors Eric Maille a voulu concevoir cette illustration pour montrer les coupes elles-mêmes laissées derrière. Il aime la façon dont le personnage sur cette carte peut sembler marcher vers la scène qui apparaît dans la voiture à sa droite. Attendez. Dans la voiture à sa droite? Ah non, dans la barque. Lorsqu'il est utilisé dans un panorama plus grand. En particulier parce que le personnage utilise une canne, il a trouvé particulièrement intéressant de voir comment cette carte apparaît à côté des cartes de la suite des bâtons. Ce n'était certes pas un détail intentionnel, mais dans ses lectures, cela l'a souvent encouragé à considérer le lien entre l'association des coupes avec les émotions et des bâtons avec la passion et l'énergie. Il a été inspiré par cette carte par l'illustratrice Yolo Thompson dans le tarot Line Strider, que je vais vous chercher. Alors le Line Strider, c'est le tarot du funambule. Ça, c'est le 9 de coupe dans le tarot du funambule. Donc il nous explique que cette carte montre un chat ayant attrapé un oiseau. Elle mettait en valeur l'attitude fière suffisante de ce 9 de coupe d'une manière qu'il a vraiment appréciée. Après tout, il y a parfois quelque chose de suffisant dans cette carte. C'est un message positif sur l'obtention de ce que l'on recherche, mais aussi un avertissement de ne pas être trop prétentieux. Il y a peu de choses aussi fières ou suffisantes qu'un chat qui réussit à attraper un oiseau ou un poisson.
Il aime aussi l'imagerie des jardinières en forme de coupe, débordant d'un jardin de plantes différentes, et il croit que ce détail aide le 9 de coupe du tarot sans fin à se fondre dans d'autres cartes qui représentent des jardins et tournent autour d'idées comme la culture, la récolte et le bien-être. C'est un défi... Non, alors attendez. Voilà. C'est un défi intéressant que d'illustrer un arc-en-ciel dans le ciel nocturne. Un phénomène qui n'est pas courant du tout et qui est particulièrement improbable, sauf dans un halo autour de la Lune. Il nous demande donc de nous laisser surprendre un peu par ce sens qui n'est pas forcément du réalisme, parce qu'il pense que l'arc-en-ciel sur cette carte est un symbole important. C'est aussi un symbole très traditionnel représenté sur le 10 de coupe, souvent associé à l'espoir et au renouveau, et il aime relier ces concepts. Alors, je vais juste vous montrer le Endless Oracle, où il a également représenté un arc-en-ciel et où il explique également que c'est compliqué de le représenter dans la nuit. On continue avec le page de coupe. Il a choisi de montrer chaque page dans le tarot sans fin comme un petit animal. Donc ça, il nous l'a déjà dit. Là, les coupes sont associées à l'eau, ce qu'on sait déjà. Et le valet de coupe, c'est un poisson. Il y a beaucoup de poissons dans le jeu du Endless Tarot, mais celui-ci apparaîtra probablement comme plus grand que les autres. S'ils apparaissent dans la même lecture, c'est un poisson avec de grands rêves. Le valet de coupe, comme tous les valets, a beaucoup à voir avec la notion de potentiel, et il voulait créer quelque chose qui se connecterait facilement à d'autres sources d'eau dans un panorama pour qu'on puisse imaginer le valet nageant facilement d'une carte à l'autre. Le cavalier de coupe, donc ils sont souvent représentés à cheval, et là il a représenté une personne compatissante, un chevalier de coupe qui est une personne aimante et gentille, un rêveur romantique. Et donc là il n'a pas voulu le représenter sur un cheval, mais plutôt qui boive de l'eau au premier plan de la carte. Il aime l'image du chevalier qui emmène son cheval boire pendant qu'il est assis, attend et imagine ses rêves pour se réaliser. Donc là, on a encore une gardienne du tarot. La reine de coupe, c'est une sirène, une reine de l'eau, avec d'autres sirènes se prélassant au loin. D'un récipient, elle verse de l'eau dans l'étang et cette eau devient des poissons. La reine de coupe est quelqu'un qui travaille souvent dur pour remplir les coupes des autres et elle est formidable. Il voulait l'image d'elle qui verse de l'eau dans l'eau, mais créant quelque chose de plus dans ce processus. Et on finit avec le roi de coupe qui est un leader et un mentor. Chaque roi est entouré de congrégations et de disciples. Dans le roi de coupe, il semble réconforter une personne portant la tête sur ses genoux. La suite de couple est tellement axée sur la connexion émotionnelle que le roi de coupe doit être quelqu'un en phase avec ses émotions et celles des autres pour qu'il puisse gérer avec compassion et apaisement ceux qu'il dirige et qu'il guide. Donc on poursuit avec les épées. Donc là on a encore une arche comme pour tous les as. Si les as représentent des cadeaux et des opportunités, alors une grande partie de ce message est que nous devons trouver une porte à franchir pour réclamer l'offrande de l'as. Il voulait souligner le lien entre la couleur des épées et cette carte. Il a donc fait un as d'épée qui représente l'arche de l'as d'épée, beaucoup plus haute que celle des autres as. L'épée domine également le paysage qui l'entoure dans l'espoir d'attirer notre regard vers le ciel. Il a voulu montrer une bifurcation et une route dans ce 2 d'épée. C'est une carte où les choix sont de même pondération, avec peu de distinction claire entre toutes les options possibles. Les épées géantes et la statue sur cette carte, à côté du personnage qui semblera souvent assez petit par rapport aux autres éléments d'une lecture, sont censés évoquer un sentiment de poids.
Parfois, ce sont les choix pour lesquels il ne semble pas y avoir de bonnes ou de mauvaises réponses claires qui nous semblent les plus lourds. Le 3. Dans de nombreux jeux de tarot, le 3 d'épée est représenté par 3 épées transperçant un cœur. C'est une image qui transmet certainement le message de douleur émotionnelle et de perte de cette carte, mais ce n'est pas une imagerie facile à représenter dans ce jeu. Il a donc décidé d'illustrer cette carte comme un personnage visitant un enterrement ou un mémorial. Le 3 d'épée peut apparaître dans les lectures pour représenter la perte, le sacrifice, le deuil et les blessures émotionnelles. Comme le deuil de la perte d'un être cher, cette carte peut nous rappeler que le deuil est un processus important. Nous pouvons faire une pause ici et ressentir notre chagrin si nous en avons besoin. La figure en armure sur cette carte dépose ses armes et s'appuie le dos contre une statue représentant un personnage tenant une épée. Un chat sommeille profondément près d'eux, donc là, près de lui, pour souligner que cette carte est un lieu de repos. Le personnage représenté sur la statue est intentionnellement sans armure. Il porte l'épée dans ses mains, non pas comme quelqu'un qui a l'intention de la manier, mais comme quelqu'un qui pourrait la tenir pour vous, vous donnant ainsi la possibilité de déposer vos armes, d'enlever votre casque et de vous retirer du combat, au moins pour un petit moment. Le concept que Eric Maille associe le plus au 5 d'épée, c'est la trahison. Cela ressemble à une carte de tromperie et de méthode détournée. Parfois, le 5 d'épée nous rappelle ces méthodes qui peuvent être nécessaires pour atteindre nos objectifs. D'autres fois, cette carte est un avertissement contre ceux qui voudraient vous attaquer. Il est intéressant de voir cette carte aux côtés d'autres où la silhouette sombre préparant une embuscade semble ignorer l'environnement créé par d'autres cartes. Cela ressemble à un rappel que nous devrions probablement pas recourir trop rapidement à des moyens peu recommandés pour atteindre nos objectifs. Sur cette carte, un personnage se tient à côté d'un bateau pris dans la rivière parmi les épées et les herbes. Il tient sa propre épée dans une main et porte un enfant sur l'autre bras. Le bateau et l'enfant sont des symboles traditionnels associés aux 6 d'épée représentant respectivement la transition et le potentiel. Il aime l'idée d'armer le personnage de cette carte avec l'une des épées, ce qui signifie que nous devons parfois continuer à porter une partie de notre passé avec nous alors que nous avançons vers l'avenir. Non pas comme quelque chose qui nous pèse, mais comme quelque chose que nous pouvons utiliser pour nous protéger, le prendre en main et choisir de le manier d'une manière qui nous sert. Le 7 d'épée représente un duel ou une confrontation indiquant le message de la carte, selon lequel nous devons parfois affronter les obstacles de manière stratégique avec nos propres intérêts personnels à l'esprit. Il voulait créer une image où il n'était pas clair si le duel sur la carte commençait ou se terminait. Les deux personnages ici pourraient dégainer leurs armes, se faire face ou choisir de rengainer leurs armes. Il y a des moments où le 7 d'épée peut nous dire de prendre les armes et de nous battre. À d'autres moments, cette carte peut être un message indiquant qu'il vaut mieux se retirer du combat. Les deux sont des choix difficiles et cette carte suggère souvent que parce que nous devons faire face à des conséquences négatives d'une manière ou d'une autre, nous devrions agir par autopréservation. Le 8, les épées sur cette carte sont 8. Des plumes tombent des corbeaux qui s'envolent loin de l'épouvantail au premier plan. Le 8 d'épée suggère souvent que nous nous sentons effrayés ou anxieux, peut-être même au point d'être complètement immobilisés. Cependant, le message ultime de cette carte est que nos peurs et nos pièges sont de notre propre création. Il a représenté l'idée d'un épouvantail comme quelque chose qui n'est finalement pas une menace pour nous, mais qui sert néanmoins à nous effrayer ou à nous empêcher d'accéder à quelque chose qui est réellement à notre portée. Cette image d'un lièvre parmi des épées au bord de la falaise a en fait commencé comme une idée pour le 8 d'épée. Lorsqu'il a choisi un design pour le 8 qui lui semblait davantage important,
Il a commencé à réaliser que cette œuvre fonctionnait encore assez bien pour le neuf et il a décidé de la conserver. Le lièvre est souvent un symbole d'action rapide de personnalité volage. Il évoque l'énergie nerveuse du 9 d'épée qui peut apparaître dans les lectures lorsque nous sommes en état d'alerte et ressentons une telle nervosité que nous avons du mal à ralentir et à nous reposer. Le lièvre ici trouve difficile de bondir dans n'importe quelle direction avec la falaise devant lui et les épées tout autour. La falaise elle-même représente l'idée de lutter pour avancer. Souvent, cette caresse nous appelle à faire une pause et cette carte nous appelle à faire une pause et à nous reposer, même si notre nervosité rend la tâche difficile. C'est un rappel que foncer en avant peut être dangereux lorsque nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Alors, le 10, c'est une carte de défaite dévastatrice. Il a imaginé l'épée ici comme ayant appartenu à un guerrier avant d'être brisée en morceaux au combat. Il est sûr que certains fans de fantasy remarqueront que cela ressemble à Narsil du Seigneur des Anneaux qui a été brisé lors d'une bataille contre le méchant Sauron. Plus tard, les éclats de Narsil sont reforgés en une nouvelle épée qui est transportée au combat contre les forces de Sauron une fois de plus. Cette deuxième bataille aide finalement à vaincre le méchant et Eric Maille aime l'idée que même les pires défaites font partie d'histoires plus vastes. Une défaite ne signifie pas que les tentatives futures resteront désespérées. Donc là, on est toujours encore dans notre petit animal. Pour l'épée, eh bien, il a choisi de représenter le papillon, symbole populaire que de nombreux jeux de tarot associent à la cour des épées. Les épées sont associées à l'élément air et au concept de vérité. Les papillons sont également associés à la psyché, un terme nommé d'après une déesse grecque souvent représentée avec des ailes de papillon. Le symbolisme du papillon ressemble à une essence basique mais concentrée de la suite des épées et est parfait pour le valet d'épée qui est curieux et désireux d'apprendre. C'est que je fais à la suite et que c'est toujours un peu long. Je suis désolée. Le chevalier d'épée est souvent considéré comme le plus rapide et le plus juste des chevaliers. Cette carte apparaît souvent dans les lectures telles que l'appel à charger au combat, affronter l'inconnu, embrasser l'aventure et explorer quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle il a voulu que cette illustration transmette l'idée d'un vent soufflant rapidement à travers le paysage. Le chevalier est assis sur une licorne tandis que des oiseaux volent devant lui. Cela ajoute une impression directionnelle d'énergie qui se déplace à travers les lectures panoramiques plus larges. La reine d'épée, donc là encore on est dans l'histoire, dans la représentation des gardiens. Ici elle est énorme, large et toujours... Elle tient une épée qui d'une certaine manière ressemblerait davantage à un bouclier. Elle est énorme, large et toujours dans son fourreau. Plutôt que de la soulever, elle l'utilise pour se préparer tandis qu'elle laisse un papillon se poser doucement sur sa main. La reine d'épée, avec toute sa conviction et sa compréhension de la vérité, est quelqu'un qui sait quand prendre les armes pour les faibles et quand les baisser par compassion. La cape qu'elle porte est censée imiter les ailes de papillon, la liant au symbolisme essentiel de la psyché et de l'âme. Donc là, on a encore les rois qui sont les leaders. Les épées sont l'emblème de la connaissance. Et il voulait que le roi d'épée apparaisse comme s'il enseignait quelque chose à une foule de personnes. Son visage est celui d'un hibou, ce qui souligne encore plus la sagesse et la réflexion. Il est intéressant, lorsque le roi d'épée apparaît dans une lecture plus large, de voir comment d'autres personnages peuvent sembler se rapprocher ou s'éloigner de lui, ce qui vous encourage à réfléchir à la façon dont les gens rejettent ou acceptent la sagesse et la réflexion qui leur sont transmises par les autres. Donc on passe à la dernière, on passe au denier. Et à la dernière suite, et donc on a toujours notre arche de l'as. Et ici, donc c'est encore un cadeau et une opportunité.
Et c'est la raison pour laquelle on a une arche pour passer, pour aller chercher cette opportunité. Dans l'arche de l'as de denier, ça nous mène à un jardin. L'as de denier a toujours semblé représenter cette idée de faire germer une graine. Les fruits de l'as de denier sont à notre disposition car nous avons planté leurs graines nous-mêmes et en avons pris soin au fil du temps. Cette imagerie, aux côtés de celles qui apparaissent plus tard dans la suite des deniers, comme le 9 de denier et la reine de denier, sont les plus importantes pour Éric Maille. Alors, l'auteur aime avoir quelques chats dans n'importe quel tarot ou jeu d'oracle qu'il crée. Il y en a plusieurs dans le tarot sans fin, mais pour une carte qui parle souvent d'équilibre, il a pensé que l'image de 2 chats en équilibre sur une clôture serait une bonne représentation du 2 de denier. Cependant, cette carte ne fait pas toujours allusion à un équilibre aussi soigné et bien exécuté. N'oubliez pas que les chats, malgré toute leur grâce et leur équilibre, peuvent aussi être étonnamment maladroits. Il peut imaginer que l'un ou l'autre des chats de cette image soit facilement surpris ou distrait. Le 2 de denier peut ressembler à un numéro d'équilibriste, mais peut aussi parfois ressembler à un rassemblement de chats. Dans de nombreux jeux de tarot, le 3 de Pentacle montre souvent une sorte de scène de construction collaborative. Éric Maille trouve que c'est une scène particulièrement intéressante pour le tarot sans fin. Les paysages de ce jeu sont souvent remplis de ruines et de bâtiments d'apparence ancienne. Cette carte est unique en ce sens qu'elle montre quelque chose en cours de construction. Cependant, la construction est un concept important associé à cette carte. Elle nous rappelle que nous pouvons réaliser des choses incroyables lorsque nous travaillons ensemble, même en construisant des structures entièrement nouvelles parmi des ruines. Le 4 de denier nous demande d'examiner notre relation avec la richesse et la façon dont nous protégeons, voire thésaurisons nos ressources. Dans un jeu inspiré de la fantaisie, il ne voit pas de meilleur symbole pour ce concept qu'un dragon perché au-dessus de son trésor. 4 pentacles sont mêlés à l'or et aux joyaux. Là. Si le 4 de Pentacle peut nous avertir de ne pas trop dépenser ou d'utiliser certaines ressources en trop grande quantité, il nous met également en garde contre une gestion trop serrée de nos ressources. Le dragon nous rappelle que notre richesse, qu'il s'agisse d'argent ou autre chose, ne signifie rien si elle n'est jamais dépensée. Le vitrail est un élément commun associé au 5 de Pentacle. De nombreux lecteurs interprètent l'imagerie du vitrail comme un rappel symbolique de s'accrocher aux connexions spirituelles lorsque les autres ressources sont rares. Cela peut aussi être un rappel lorsque le vitrail est la seule structure survivante parmi les ruines comme représentées ici, qu'une certaine beauté persiste malgré des circonstances par ailleurs précaires. Le Endless Tarot regorge d'architecture en ruine et les ruines du 5 de denier peuvent se connecter à celles des autres cartes, mais laissent toujours le vitrail intact se démarquer brillamment de son environnement. Le 6, sur cette carte, une rangée de personnes s'avance vers un ensemble de personnages qui distribuent des pentacles sous une grande sculpture de balance. Il voulait transmettre un sentiment de générosité et d'altruisme tout en reliant cette carte à des systèmes communautaires. La générosité du 6 de Pentacle peut se manifester sur une base très individuelle et personnelle. Mais il aime rappeler que nous sommes membres de la communauté, d'une communauté plus vaste, avec la responsabilité et la vocation de partager les richesses. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes jamais au-dessus de l'aide des autres. C'est pourquoi l'image d'un grand groupe de personnes à la fois donnant et recevant semblait importante. Bien que les concepts d'essai et d'erreur et la pratique soit importante pour le 7 de Pentacle, le cœur de cette carte est l'idée de rester patient. Il a aimé l'idée de piocher un jeune arbre pour cette carte. Parmi les nombreux grands arbres représentés dans ce jeu, le jeune arbre se démarquera probablement par sa petite taille. Les autres cartes du jeu ne feront qu'en renforcer la signification de celle-ci. La grandeur peut s'accomplir avec le temps, il n'est pas nécessaire que cela se produise immédiatement. Les pentacles autour du jeune arbre le soutiennent et le protègent et il n'a maintenant besoin que de notre patience pour devenir quelque chose de plus grand. Le 8.
Les images d'une forge et d'une enclume sont une bonne représentation du message du 8 de Pentacle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et si le travail est significatif, votre engagement à long terme envers la maîtrise en vaudra la peine. L'enclume est décorée de pentacles qui ont été fabriqués ici même dans la forge de cette image. Cela montre une représentation visuelle de la façon dont notre maîtrise d'un métier est littéralement construite sur tout notre travail passé. Le 9. L'image d'un jardin pour le 9 a été rendue populaire par le Rider-Waite-Smith pour une bonne raison. Pendant des années, Eric May n'a jamais remarqué l'escargot sur la carte du Rider-Waite, mais lorsqu'on lui a fait remarquer, il en est tombé amoureux. Il apparaît sur cette carte comme une note en bas de page, donc là. C'est un rappel que le processus de travail doit parfois être lent et patient afin de pouvoir commencer à produire des fruits. Le 10 concerne en grande partie l'héritage. Il a donc voulu montrer que les pentacles sur cette carte gravés dans la pierre. Il les a imaginés comme de très anciens monuments de ceux qui nous ont précédés, placés sous un arbre géant aux vastes branches et aux racines profondes. L'arbre lui-même est un peu représentatif d'un arbre généalogique et vous pouvez voir plusieurs générations de personnes se promener dans l'image de cette carte. Au loin se trouve un grand domaine. Cela rappelle que la sécurité et le confort prennent parfois des générations et de nombreuses personnes à se construire. Le page, donc, dans ce jeu-là, c'est un veau qui est entouré d'un riche champ d'herbe, mais fixé sur le ciel, il évoque la nature des pages, curieux, jeunes et étudiant la vie. Le page de Pentacle en particulier s'intéresse aux investissements dans le nouveau et l'inconnu. Le cavalier, donc là, c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc ça c'est conforme au Rider-Waite-Smith. Il regarde avant de sauter. Il a choisi d'illustrer le cavalier de Pentacle au sommet de son cheval mais immobile. Il se tient au sommet d'une falaise où il examine le monde qui l'entoure. L'objet dans ses mains peut être une sorte de lentille ou une boule de cristal. Il espérait transmettre la nature pratique, celle de quelqu'un qui est souvent plus soucieux de peaufiner son travail que de partir vers de nouveaux endroits inconnus sans aucune planification. Donc la reine qui est une gardienne, il a voulu montrer la reine de Pentacle comme la gardienne d'un jardin. Il y a de nombreux jardins dans le Endless Tarot et il aime réfléchir à la façon dont celui de cette carte peut relier sa reine à d'autres scènes proches, suggérant peut-être qu'elle supervise certaines de ces choses au-delà de sa propre carte. Le roi, donc là on est dans un leader, chaque roi a une congrégation autour de lui. Celui-ci porte un masque comme une tête de taureau. Il est têtu, discipliné et terre à terre. Les personnages au premier plan sont empruntés à son jeu du Endless Oracle, où ils apparaissent sur la carte intitulée Le Diplomate, que je vais vous chercher. Voici la carte du diplomate. Le roi de Pentacle est quelqu'un qui sait régler les conflits et administrer la justice. Et Eric May a donc voulu inclure ce clin d'œil subtil à son propre tempérament diplomatique et à son talent de médiateur. Et on finit avec une carte supplémentaire, donc qui est la carte de l'histoire. Cette carte a été créée pour le jeu comme un ajout spécial rendu possible par le succès du jeu sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Le petit écureuil à la base du pupitre est un petit clin d'œil aux cartes écureuil heureux présentes dans certains jeux, une tradition popularisée par la série Simpson. La carte écureuil heureux servait à l'origine. La carte écureuil heureux servait à l'origine à rappeler de manière ludique de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Au fil du temps, à mesure que la tradition d'ajouter un écureuil heureux à un jeu de tarot est devenue populaire, le terme a parfois été utilisé pour décrire toute carte unique ajoutée à un jeu de tarot en dehors des 78 cartes traditionnelles que la plupart des jeux incluent. Tout comme les cartes écureuil heureux, la carte The Story est un petit rappel pour se détendre et profiter du voyage. Voilà, j'ai fini. Je sais que j'ai été longue, je suis désolée. Et
on va faire un petit tirage. Alors, il n'a pas de tirage particulier. Il a le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes. Et puis, alors ici, il a un tirage de l'histoire, mais il est en 8 cartes, ça fait un petit peu long. Donc, il a la croix celtique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un des tirages à 3 cartes qu'il propose, un passé, présent, futur sur l'évolution d'une situation. Donc, je vous invite à réfléchir à une situation et je vais voir ce que je peux vous en dire. Voilà. Donc, on va tirer 3 cartes. Ah oui, j'ai pas séparé les cartes. Alors pour moi, dans une situation, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être, attendez, je vais les rapprocher, ça peut être dans toute autre situation, professionnelle ou autre. En tout cas, je vois qu'il y avait une situation qui vous tenait à cœur et dans laquelle vous avez dû faire un choix, parce que la carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc, dans un passé assez récent, eh bien, vous avez dû faire un choix dans une situation. Actuellement, vous ne savez pas encore trop où vous allez, mais vous êtes en progression. Vous espérez que la victoire est au bout du chemin, mais vous êtes là sur le chemin, donc on n'est pas encore tout au bout. Donc pour l'instant tout se passe bien et on espère que ça va apporter ses fruits et on continue d'avancer. Et donc on a fait le choix de quelque chose et on s'est engagé sur ce chemin, et dans un futur proche, eh bien on nous dit que la situation va se stabiliser, et elle va se stabiliser à un point que on pourra même transmettre des conseils ou des connaissances aux gens autour de nous. Alors peut-être que ça peut être une situation financière ou professionnelle dans laquelle on a fait un choix, mais on voit bien que là, eh bien, on s'est peut-être séparé d'une situation, que là on avance seul et qu'après on va de nouveau être entouré par d'autres personnes. Donc ce tirage, alors je ne sais pas la question que vous avez posée, à quoi elle correspond, mais on a l'impression que si vous avez fait un choix dans votre vie, et bien que vous avez fait le bon choix et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.